parti. C'est parti. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette nouvelle conférence organisée par l'INSEC, Master MBA, où ce soir nous avons donc le plaisir d'accueillir un plateau de stars, l'équipe de rugby de l'AS Monaco, accompagnée de Charles Olivon, capitaine de l'équipe de France de rugby, et Fanny Horta, capitaine de l'équipe de France de rugby à 7 féminine. Pour m'accompagner dans cette conférence, Thibaut Carrière, joueur également de l'AS Monaco, cofondateur de Tendance Sport, agence située à Nice, et étudiant en Master 2 en management du sport à l'INSEC. Ce que je vous propose pour chacun d'entre vous, c'est de rentrer directement dans le match. Je ne sais pas si ça va être un match, mais en tout cas de rentrer dans ce match-là et de vous présenter chacun d'entre vous. Et pour commencer, honneur au président, honneur à Thomas Riquet. Thomas, est-ce que tu souhaites te présenter et nous parler un peu de ton historique et de ta venue à l'AS Monaco? Bonjour, merci déjà pour l'organisation de cette belle conférence. Merci à tous les intervenants d'être là. Oui, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, le club de l'AS Monaco a ressuscité il y a une petite dizaine d'années maintenant, avec quelques jeunes personnes qui sont arrivées au club et qui ont relancé tout ça. Maintenant, c'est une histoire de cette montée de division en 9 ans et de la création d'un club avec tout ce que ça implique. Ça a pris du temps, ça a pris de l'énergie, ça a pris beaucoup de courage dans un territoire qui n'était pas forcément rugby à la base. Donc, il a fallu qu'on se construise avec un calendrier bien précis et puis on a essayé de faire les choses dans l'ordre en commençant par les enfants, l'école de rugby, la formation. Puis les seniors sont venus. Les seniors restent entre guillemets la pointe de l'épée du club et il faut monter ce club de niveau et nous permettre de nous structurer. Sont venus ensuite les féminines depuis 2 ans maintenant. Un début d'école d'arbitrage aussi avec des arbitres qui nous ont rejoints. Et petit à petit, ce club s'est construit et est devenu une petite institution avec beaucoup d'humilité. Mais on pensait que le rugby avait toute sa place à Monaco, qui est un village, certes un village un peu particulier. En tout cas, on était persuadé que ça avait toute sa place ici et je constate aujourd'hui, et quand je vois ce qu'on est capable de faire et les intervenants qu'il y a aujourd'hui, qu'on a un peu avancé quand même dans notre chemin, qui est encore long. On va pas inventer le rugby évidemment, mais on est content aujourd'hui de participer et on pense que Monaco peut apporter quelque chose au rugby français. Voilà. Super. Charles, est-ce que tu pourrais peut-être te présenter et nous indiquer un peu le lien que tu as avec le rugby à Monaco? Bonjour à tous, moi c'est Charles Olivon, voilà, 27 ans. Donc joueur du RCT et capitaine de l'équipe de France. Le lien que j'ai avec Monaco, c'est assez simple. C'est vrai que depuis que je suis à Toulon, on a eu l'occasion de faire plusieurs petits stages sur Monaco. Donc ça a été vraiment des moments assez sympas et marquants de certaines préparations. On a aussi eu l'occasion d'être invité à son clubhouse et de boire un verre avec. Donc c'était vraiment sympa. Et pour finir, c'est vrai qu'on avait eu l'occasion de préparer la Coupe du Monde au Japon en faisant un stage au Cap d'Aille à Monaco avec des installations assez incroyables. Donc ça a été une semaine assez marquante et on a passé de super moments. On a eu l'occasion aussi de rencontrer les supporters, les Monégasques et vraiment ça a été vraiment un moment sympathique de cette préparation. Ok. Merci. Merci Charles. Fanny. Horta. Bonsoir. Je m'appelle Fanny Horta, donc je suis capitaine de l'équipe de France de A7. Voilà, il m'arrive de temps en temps d'avoir l'occasion de venir au stade à Monaco et de pouvoir échanger avec les différents jeunes qui s'entraînent les mercredis, 3 fois par semaine en plus. La plupart du temps, j'arrive à les voir. Et non, c'est toujours un grand plaisir d'échanger également avec voilà, on a des bons contacts, des bons liens et c'est toujours agréable d'échanger avec cette génération, les jeunes générations. Et si je peux apporter un petit peu d'expérience, c'est un plus. Donc, toujours un grand plaisir. Merci Fanny. Et du coup, je vais donner la parole à Jérémy, qui est à côté de toi. Si à ton tour, tu pourrais un peu te présenter tes fonctions au sein du rugby à Monaco.
c'est ça. Donc, Jérémy Icardi. Bon, moi, je suis originaire de la région. Je suis très heureux d'être revenu un peu auprès de ma famille. Donc, je suis arrivé au mois de septembre au sein du club avec une mission un peu particulière, intégrer le responsable de la formation du projet 7-15, principalement des moins de 12 ou moins de 18 ans, voilà, d'intégrer le rugby à 7 dans le rugby à 15. Voilà, c'est le même rugby, on en parlera un peu plus tard, mais voilà, très heureux d'être ici avec vous ce soir. Merci Jérémy. Et pour finir, Luciano. Oui, bonjour à tout le monde. Moi, je m'appelle Luciano Orquera et j'ai 39 ans et je suis un ancien joueur professionnel et international italien. Et je m'occupe principalement de l'équipe 1 de Monaco. Et en même temps, je participe au projet sportif global qui est le club, où on fait des entretiens avec les éducateurs référents des catégories jeunes, l'école de rugby et le rugby féminin, et une fois chaque 6 semaines, plus ou moins. Donc voilà quelle est ma participation au sein du club de Monaco. Merci à tous, en tout cas, de vous avoir tous présentés. Thomas, pour revenir à Monsieur le Président, est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de la formation des jeunes au sein de Monaco que le club met beaucoup en avant? Si tu peux nous en dire un peu plus sur ce sujet-là. Oui, en fait, on a fait un constat simple. Effectivement, pour se construire en tant que club, il faut insister sur la formation. C'est important, ne serait-ce que pour dans la finalité, pouvoir alimenter sa propre équipe senior avec des gens qui sont attachés aux valeurs du club, avec une identité qui est forte. Donc voilà, c'est des choses qui prennent un peu de temps parce qu'il faut former effectivement les enfants année après année, les faire grandir et pour qu'ils puissent évoluer en équipe fanion et représenter les couleurs de l'ASM. Alors ça, c'était sur le papier au début. Et effectivement, après, il faut y rajouter du contenu, un cadre fort avec des entraîneurs, des entraînements qui sont cohérents, un contenu qui est intéressant. Amener tous ces enfants qui sont pas rugby à la base, puisque voilà, c'est pas des fils de gens qui ont joué au rugby dans ce bassin-là. Donc il a fallu leur expliquer ce qu'était le rugby, qui pour nous est bien plus qu'un sport. Donc il a fallu les amener dans cette aventure humaine. Donc ça a été les stages, ça a été les tournées, ça a été un vrai échange assez important pour que ces enfants puissent se régaler et voilà. Après la formation ça suffit pas, donc on est obligé de s'enrichir de personnes qui viennent de l'extérieur et qui connaissent aussi un autre rugby. Donc là aussi ça prend du temps. Il y a plein de gens qui sont venus et ils se sont présentés dernièrement, mais voilà, qui viennent d'horizons différents. On a l'habitude de pas opposer les projets, mais effectivement on n'oppose pas les filles aux garçons, on n'oppose pas le 7 aux 15, on n'oppose pas l'équipe première aux enfants et l'un dans l'autre, finalement, on finit par progresser. Il y a encore beaucoup de chantiers, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais on fait les choses patiemment et prudemment. C'était très important pour nous de monter en Fédéral 3 pour avoir un niveau suffisant pour que tous ces jeunes qu'on s'évertue à former aient envie malgré tout de rester dans notre club, ne serait-ce que dans un format de gens qui sont équilibrés avec un métier. Le rugby est certes un métier, mais effectivement, il y a beaucoup de gens qui s'orientent vers d'autres horizons professionnels, mais qui veulent faire du rugby de haut niveau. Donc voilà, le plus haut niveau amateur, on va pas se cacher, c'est peut-être pas la Fédérale 3, c'est la Fédérale 2, voire la Fédérale 1, mais en tout cas, c'est important d'arriver là et de proposer quelque chose à ces enfants pour qu'on soit tout simplement un vrai club. Donc la formation, elle est là. Donc voilà, maintenant on peut s'ouvrir effectivement par l'intermédiaire de journées de détection, aller chercher les enfants un peu d'ailleurs parce que je pense qu'il y a une belle aventure à Monaco. En ce qui concerne le rugby dans sa globalité, à la fois le 7 et le 15, on en va en parler, mais effectivement, on a un double projet où les gens qui voudraient faire du rugby à Monaco, maintenant, il y a vraiment moyen de se régaler, je pense. Ok, merci Thomas. Charles, comme tu l'as indiqué à l'introduction, hein, tu as connu un peu le rugby à Monaco lors du stage de pré-Coupe du Monde en 2019. À ton avis, à toi, quelle est la place du rugby à Monaco et de quelle manière le club peut progresser, ou pourquoi pas arriver au haut niveau de celui des clubs français? Comme le dit Thomas, c'est vrai que d'une première approche, peut-être qu'on ne se dit pas qu'il y a énormément d'engouement à Monaco pour le rugby, mais sincèrement, pour l'avoir vécu, on a vraiment senti qu'il y avait déjà toutes les générations lorsque le 15 de France est passé. On a vu beaucoup de monde, on a vu beaucoup d'engouement, beaucoup d'envie, beaucoup de plaisir de la part des gens, que ce soit les jeunes ou alors les moins jeunes. Donc franchement, je pense qu'il y a vraiment de quoi travailler là-dessus. Et puis voilà, comme
projet, la formation, elle est indispensable. Et, dans tous les cas, sincèrement, moi, le premier, j'ai été surpris de tout l'engouement autour du rugby à Monaco. Et je pense que c'est quelque chose, c'est un socle sur lequel les dirigeants peuvent s'appuyer pour essayer de le faire développer. Je pense qu'il y a vraiment de belles choses à faire. C'est un endroit exceptionnel pour jouer au rugby, pour vivre. Donc espérons que ce club continue à se développer et il n'y a pas de raison pour qu'il n'y arrive pas. Donc ça va le faire. Merci Charles. Merci Charles. Fanny, du coup, toi récemment, on va un peu partir de Monaco. Tu as fait récemment le tournoi Seven à Dubaï. D'ailleurs, félicitations à toi et toute l'équipe pour ce résultat. Est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer le déroulé de ce tournoi, comment c'est passé? Oui, c'était un tournoi qui était déjà très important pour nous parce que on a très peu eu l'occasion durant cette dernière saison de matcher. Donc très clairement, on fait beaucoup sur ce tournoi pour se confronter un petit peu aux autres nations. On s'entraîne entre nous depuis pas mal de mois et c'est vrai que le fait de s'entraîner ensemble, on acquiert des automatismes, une façon de jouer et de défendre qui est un peu, pas monotone, mais qui reste à sens unique en fait. Et le fait de se confronter à d'autres équipes nous permet aussi de sortir un petit peu de notre zone de confort, même si on essaie toujours de la repousser et de la chambouler un petit peu. Là, clairement, ça nous a permis de voir un petit peu les points qu'on pouvait améliorer et modifier pour justement avoir une meilleure polyvalence dans nos principes de défense et nos principes offensifs aussi, dans la façon dont on va attaquer. Voilà, donc clairement, c'était une très très belle opportunité, notamment aussi pour travailler avec la chaleur. Voilà, on sait que les prochains jeux vont se faire au Japon, à Tokyo, et on sait qu'il y a un très gros taux d'humidité, qu'il y aura aussi des grosses températures. Donc c'était primordial de pouvoir tester un petit peu tout le travail qu'on avait fait en amont, à savoir les chambres hypoxiques à température élevée aussi, pour nous habituer à stress environnemental. Donc c'était chouette. Et puis ce qui a été bien aussi, c'est qu'on a pu amener quasiment la totalité du groupe. Donc ça a permis à l'ensemble des filles de pouvoir matcher. Le premier week-end, on a fait 2 équipes de France. Et le week-end d'après, suite au départ de quelques joueuses qui sont allées étoffer un petit peu plus l'équipe de France à 15, on est parti sur une équipe et c'était une très très belle expérience. Ouais. Ça faisait longtemps, ça manquait un petit peu. Oui, c'est sûr. Merci Fanny. Et Jérémy, l'idée c'est que tu apportes donc au niveau du club et toute ton expérience de rugbyman à 7, tout ce que tu as pu vivre en équipe de France et durant les sélections olympiques. Est-ce que tu peux nous expliquer de quelle manière s'est créé le projet et comment s'est passée ton intégration et le développement du projet actuellement sur la principauté? Ouais, alors tout d'abord, effectivement, le rugby à 7 et le rugby à 15, pour moi, c'est vraiment le même rugby. Il n'y a que 2 ou 3 règles qui changent, on va dire. Donc, pour moi, effectivement, j'ai vécu les deux. J'ai joué les deux à très haut niveau. Voilà, la seule différence aujourd'hui, c'est que je ne parle pas trop de rugby à 7 dans la formation, entre guillemets, du club. Je parle beaucoup de rugby effectif réduit. Aujourd'hui, on sait très bien que le rugby effectif réduit, forcément, ça va amener des compétences aux enfants. Voilà. Aujourd'hui, le rugby à 7 à Monaco, il y a aussi l'identité du MR7. Donc, c'est l'équipe professionnelle participée l'année dernière au Super 7. Donc, en fait, il y a un championnat de rugby à 7 de tous les clubs de top 14, plus une équipe des Barbarians et plus donc Monaco, entre guillemets, l'équipe invitée. Voilà. Donc, aujourd'hui, je serai le futur entraîneur pour les 3 dates qu'il y aura logiquement, on l'espère, au mois d'août. Ça sera divulgué peut-être le 27 avril, je pense. Donc, effectivement, ça, c'est plutôt l'équipe professionnelle de rugby à 7. En l'occurrence, on a envie de créer une équipe développement qui pourrait permettre d'intégrer ce fameux double projet dont parlait Thomas. On peut faire du 15, on peut faire du 7 à Monaco, c'est assez intéressant. Après, l'autre avantage dans lequel je ne m'investis pas du tout aujourd'hui, c'est l'équipe nationale de Monaco qui, eux, ont une équipe nationale uniquement de joueurs à 7 et on a beaucoup de joueurs éligibles qui peuvent jouer pour le pays
de Monaco. Donc ça, c'est quand même aussi intéressant. On se rend compte que les moins de 18 ans, les moins de 16 ans, voire même beaucoup de seniors aujourd'hui, en ce moment, s'entraînent pour préparer le futur championnat d'Europe à 7. Ok. Et quelles sont vos ambitions, à vous, cette année, du coup, dans le cadre de ce projet? Alors là, les ambitions, déjà, c'est de préparer un petit peu. Alors, c'est assez compliqué parce que pour le MR7 uniquement, on a le droit d'avoir des joueurs uniquement qui sont sous contrat professionnel. Donc aujourd'hui, étant donné que Monaco est en Fédéral 3, tous les joueurs de Monaco, pour l'instant, j'ai demandé effectivement une petite dérogation afin de prendre 3 ou 4 joueurs du club, ce qui me paraissait quand même intéressant de vendre un petit peu ce projet-là aux joueurs et de les récompenser notamment par leur investissement cette année. Il n'y a pas eu de compétition. Le projet aujourd'hui, c'est de faire jouer l'équipe du Monaco Rugby 7 sur ces 3 tournois du Super 7, donc au mois d'août, et ensuite effectivement de proposer des tournois de développement durant la saison prochaine, ou pourquoi pas durant l'intersaison. Effectivement, avec les conditions sanitaires actuellement, on ne sait pas trop comment ça va se passer, mais pour les jeunes, c'est aujourd'hui de l'intégrer et de préparer, pourquoi pas, une équipe aussi moins de 18 ans de rugby à 7. Voilà, il va sûrement y avoir des petits championnats qui vont se créer l'été, ou sûrement que la FFR lance des tournois de rugby à 7 moins de 18 ans, et pourquoi pas Monaco ferait partie, inscrirait une équipe moins de 18 ans aussi. Ça pourrait être très intéressant pour les jeunes. Ok. Et toi, Fanny, qu'est-ce que tu penses du coup de la stratégie mise en place par Jérémy au sein du club, au sein de la stratégie un peu du MR7, du 15? Quel est ton avis, toi, d'un point de vue extérieur? Moi, je trouve que c'est intéressant. Après, je suis pour qu'il y ait cette passerelle entre le 7 et 15. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument conserver et protéger, entre guillemets. Parce que les deux disciplines s'apportent entre elles. Et effectivement, je trouve que ce projet peut être intéressant parce qu'il peut nourrir les deux entités, en fait, les deux identités du club de Monaco. Donc oui, c'est un projet qui pour moi a du sens et qui rentre dans une certaine logique et qui justement aussi permet de valoriser le rugby en général, quoi. On l'a vu un petit peu là, notamment sur effectivement les quelques joueurs. Bon, chez les filles, ça se fait très souvent, les filles qui passent du 15 au 7. Il y a quand même une ossature de 7-8 joueuses qui font souvent le lien entre les deux. Et du 7 au 15, bien sûr. Du 15. Du 7 au 15. Non, il y a aussi des 15istes qui sont arrivés à 7 récemment. Ouais, et en l'occurrence, dans les clubs de top 14, on a pu voir là, durant le début de la saison, il y a des Pascal Barak, Tavité Véredamou, il y a Gabin Villière aussi qui arrive à faire un peu le lien entre les deux. Antoine Zedgar aussi, qui joue au Yona. Voilà, c'est des joueurs qui sont capables de jouer un peu sur les deux tableaux. Le Stade Toulousain, effectivement, est garni de Mathis Lebel, qui a fait beaucoup de sélection, un petit peu de développement à 7. Voilà, c'est quand même des joueurs à fort potentiel, et la pratique de rugby effectif réduit, forcément, sera très utile sur le terrain de rugby à 15. Ok. Mais pour rebondir sur ce que tu viens de dire, peut-être une question pour Charles. Charles, à ton avis, de quelle manière le rugby à 7, si c'est le cas, influence en fait le jeu du rugby à 15? Comment ça influence? Déjà, c'est le spectacle. Je pense qu'il y a beaucoup d'attrait autour de ce rugby à 7 parce que c'est spectaculaire, et aujourd'hui, c'est ce que les gens cherchent aussi. Il y a beaucoup d'espace. C'est un jeu beaucoup plus aéré. Alors après, je ne suis pas un spécialiste. Je vais donner des leçons à personne. Mais mon humble avis, c'est celui-là, à savoir qu'il y a beaucoup de spectacles, il y a beaucoup de jeux, et c'est un plaisir de le voir comme de le jouer, je pense. Donc voilà, il peut attirer aussi beaucoup de monde. C'est vrai que le 15, c'est peut-être la discipline reine, on va dire, mais sincèrement, le rugby à 7, il a vraiment un gros potentiel, et je pense qu'il demande qu'à être développé à tous les niveaux, quoi. Est-ce que toi, Charles, il y a une équipe lors du dernier Super Extenso, il y a une équipe du RCT à 7. Est-ce que ça t'aurait plu de jouer un peu pour l'équipe 7? Ça m'aurait plu, oui. Je sais que ça avait été pas mal suivi, ça avait été super sympa à voir. Après,
On a été à cette période-là, il y avait d'autres matchs. Je crois on avait un stage à faire avec le Rugby Club Toulonnais. Je me demande s'il n'y avait pas une préparation avec l'équipe de France aussi. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à gérer en même temps dans ces saisons qui sont à rallonge. Donc il y a ça à prendre en compte. Mais sincèrement, bien sûr que ça me plairait. Et je pense que ça plaît à tout le monde, à part peut-être les joueurs les plus massifs de première ligne. C'est un jeu qui plaît à tout le monde. Voilà, c'est un petit peu plus dur physiquement, je pense. Ça demande des qualités un petit peu différentes, mais le plaisir, il est décuplé, je pense, à ce jeu-là. Bah, d'ailleurs, il y a un commentaire d'un avis du public qui dit Charles, à quand le Seven? Quand j'aurais perdu 15 kilos. Une question pour Luciano. Luciano, est-ce que tu pourrais nous indiquer de quelle manière se sont passées tes 2 premières années au niveau du club, quand le club était en Fédéral 3, et quels sont tes projets avec le club pour la saison à venir? Oui, bon, moi je suis arrivé quand ça fait il y a 3 ans, et quand le club il était en niveau honneur, et on est monté en Fédéral 3. Et après, quand on est arrivé en Fédéral 3, il y avait un gros changement, même si c'est honneur Fédéral 3, ça se sent beaucoup parce que on se retrouve avec des équipes de Fédéral 2, des Fédéral 3 qui veulent monter en Fédéral 2. Donc la différence elle est assez impactante. Et en plus, en sachant que nous, on est toujours à ce niveau amateur, et ça se sent beaucoup la différence parce que là, les joueurs, à ceux qui ont été habitués d'avoir un effectif chaque semaine, chaque mardi, chaque jeudi, avec un effectif de 25-30 joueurs, ici, c'est un peu plus compliqué. Donc c'était un peu, la première année, on va dire que c'était un peu difficile de s'adapter à cette Fédéral 3, mais on a réussi quand même à se maintenir et à faire des belles matchs. Et après avoir vécu cette première année en Fédéral 3, on a voulu avec le club se structurer un peu plus et avoir une équipe un peu plus compétitive cette année. Et, on a réussi à amener quelques joueurs de Fédéral 2 ou même Fédéral 1, mais bon, après on va dire que ça n'a pas trop marché parce qu'on n'a pas obtenu le résultat tout au début comme de ce qu'on s'est attendu pour avoir des bons résultats tout de suite. Et après, il y a eu le cas de Covid, donc tout s'est arrêté. Du coup, l'année prochaine, on compte quand même faire encore une équipe compétitive. Et le but, c'est quand même d'être compétitif dans la Fédéral 3 et arriver dans les phases finales. Merci Luciano. Du coup, Thomas, est-ce que tu pourrais compléter un peu ce que disait Luciano par rapport aux objectifs du club? Qu'est-ce qui va se passer à l'AS Monaco les prochaines années? Quelles sont les ambitions, etc. C'est très simple. Aujourd'hui, la Covid aussi a changé un peu, a rebattu un peu les cartes. Donc, ça nous a permis un peu de prendre un peu de recul aussi par rapport au fait qu'on était monté assez rapidement. Donc, il y avait plein de choses qu'on avait rangées un peu dans les tiroirs et qu'on avait dit qu'on sortirait après. Aujourd'hui, voilà, Luciano parlait de structuration. Il y avait beaucoup de choses. Voilà, on est un jeune club. Il y a des choses qui prennent du temps et il y a des choses des fois qu'il faut avancer le côté sportif qui dépendent pas forcément du terrain. Donc ça, il a fallu le travailler. Après, oui, on est ambitieux. On aime le rugby, donc on a envie de retrouver les phases finales, on a envie de retrouver un petit peu ce goût de la compétition. Aujourd'hui, l'association, elle a été réduite. Alors, Charlie joue tous les week-ends, mais c'est pas notre cas. Il y a beaucoup de frustration de notre côté. On est retombé un peu sur les fondements même de l'association. Ce qu'on fait depuis maintenant quelques mois, ça s'apparente juste à du fondement associatif, donc du lien social, du sport santé, de l'éducation, et de l'épanouissement de nos enfants par le sport. Mais voilà, après, oui, on a tous envie, on est tous compétiteurs. On a tous envie d'avancer, d'être performants. On est à un moment charnière un peu de notre histoire, donc voilà, c'est pas parce qu'on veut devenir un peu exigeant qu'on va perdre la convivialité sur laquelle on s'est construit. Donc voilà, on parle pas de professionnalisme, on parle juste d'avoir des joueurs aujourd'hui qui veulent batailler tous les week-ends pour aller gagner des matchs. Et effectivement, comme l'a dit Luciano, le niveau où on est maintenant, il y a des bons joueurs, il y a des belles équipes, il y a des mecs qui savent jouer au rugby, et du coup, si on veut être performant, il faut se préparer un peu mieux, il faut être un peu plus exigeant avec soi-même et voilà, et redoubler d'efforts. Donc après, il y a le club aussi qui fait ce qu'il faut pour mettre les joueurs dans un certain confort de préparation.
notamment au niveau des infrastructures. Charles en parlera tout à l'heure, j'espère, mais effectivement, aujourd'hui, pour un club de Fédéral 3, on a beaucoup d'atouts parce qu'on est Monaco, mais on a aussi beaucoup de difficultés parce que aussi on est Monaco, qu'on n'est pas une terre de rugby et qu'il y a des trucs qui nous manquent aujourd'hui. Et je pense on doit être le seul club de Fédéral 3 à qui il manque certaines infrastructures. Donc voilà, il y a des choses bien, il y a des choses qui doivent être améliorées pour qu'on soit, comme l'a dit Luciano, à nouveau compétitif. Ok, merci Thomas. Fanny, est-ce que tu aimerais prendre part au projet MR7 d'une part, et ensuite, pour revenir un petit peu en arrière, de quelle manière tu as vécu les JO de 2016 et comment tu abordes ceux de 2021 à Tokyo? Alors, première question. Prendre part au projet MR7, c'est un projet qui est super intéressant. Après, effectivement, j'avoue que ne pas y avoir spécialement pensé. Voilà, si l'occasion se propose et s'il y a une utilité entre guillemets à ce que j'apporte quelque chose, pourquoi pas. Maintenant, c'est vrai que c'est pas quelque chose auquel on a discuté. Donc, pour l'instant, c'est pas dans les projets. Thierry, tu as des infos sur une potentielle équipe féminine de rugby à 7 avec le MRC? Moi Et ensuite, pour revenir donc sur tes aventures olympiques, de quelle manière en fait, enfin déjà de quelle manière tu as vécu Rio, et comment tu sens le rugby, toi, de quelle manière tu le sens intégré dans les sports olympiques aujourd'hui? C'est vrai que pour le coup, les Jeux de Rio ont été les premiers, donc à intégrer. Enfin, en tout cas, c'était la première fois où le rugby à 7 était montré aux Jeux Olympiques ou participé aux JO. Donc c'est vrai que c'était quelque chose d'assez particulier. Je me souviens d'avoir eu pas mal de discussions avec d'autres athlètes qui justement s'interrogeaient un petit peu sur notre pratique. Voilà, et c'était des échanges qui ont été très très intéressants. Après, c'était aussi très particulier dans la façon dont on a vécu la compétition, parce que c'est quelque chose dont on a peu d'informations. On regarde les Jeux Olympiques, mais on voit pas réellement en tout cas, on n'imagine pas réellement ce que l'athlète vit pendant ces Jeux-là. Donc, c'est vrai qu'il y a une certaine ambiance aux Jeux Olympiques. Il y a pas mal de circulation avec énormément d'athlètes connus ou un peu moins. Donc, c'est vrai qu'on est toujours à regarder un petit peu à droite à gauche si on arrive à reconnaître. Enfin, en tout cas, les premiers Jeux, voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très intéressant parce que justement, ça a mis le doigt sur peut-être quelques facteurs qui peut-être on va être amené à travailler et à réfléchir là-dessus. C'est vrai que quand j'imagine bien que l'équipe de France de handball qui en est à ses énièmes Jeux ont une démarche qui est tout autre que celle qu'on a eue sur nos premiers Jeux Olympiques. Donc voilà, après ça a été une expérience énorme parce que l'image qu'on se fait des Jeux Olympiques est déjà extraordinaire et le fait d'y participer et voilà d'aller chercher une médaille, c'était quelque chose d'extraordinaire, complètement. Et donc du coup l'objectif pour les prochains Jeux, pour ceux de Tokyo? Aller le plus loin possible et le plus haut possible, c'est vraiment notre objectif. On a beaucoup appris de ces Jeux, notamment sur notre façon d'aborder cette compétition. Et voilà, on se prépare au maximum pour être en forme physiquement, pour essayer d'aller le plus loin possible, carrément. Il faut se qualifier déjà. Il faut se qualifier. Oui, mais de toutes les façons, j'ai envie de dire, c'est le meilleur moyen de travailler, c'est de s'y projeter déjà. Donc oui, clairement, c'est clair que ça va passer par le tournoi qualificatif, le TQO à Monaco, et clairement, c'est une étape des Jeux, quoi. C'est vraiment une étape des Jeux, et effectivement, on a les Jeux en mire depuis déjà pas mal de mois. Et pour nous, le meilleur moyen de s'y préparer, c'est déjà se préparer au jeu, mais effectivement, ça va passer par le TQO, tout à fait. Qui est du coup, Thomas, est-ce que Thomas est...
Ah, pardon, Fanny, Non. Est-ce que du coup, Jérémy et Thomas, vous pouvez parler un peu du techno qui va se passer à Monaco là, le 19 et 20 juin? Thomas, je pense. Oui, ben c'est la force aussi qu'on a à Monaco, c'est que voilà, c'est un lieu effectivement qui attire la curiosité et qui peut amener des événements comme ça qui correspondent pas aujourd'hui au rugby qu'on fait nous du rugby hebdomadaire amateur, mais effectivement on a la chance d'avoir ce type d'événement. On a eu la chance d'avoir l'équipe de France avec Charles Olivon. Effectivement, il y a eu un enthousiasme parce que vraiment il y a un terreau de rugby qui maintenant s'est créé et quand on a la chance d'avoir des stars comme Charles et ses coéquipiers qui sont venus, ben c'est sûr que ça nous aide dans le développement. Je parle pas du TQO, effectivement. On a la chance d'avoir une fédération aussi à Monaco, la fédération monégasque de rugby qui est à l'initiative de l'organisation de ce tournoi. Donc, ils en parleront mieux que moi. Mais effectivement, Gareth Whitstock, qui en est maintenant le président et qui est le frère de la princesse Charlène, qui est sud-africaine et donc aussi enclin au rugby, font des merveilles dans l'organisation de ce type d'événement. Et pour nous, c'est super. On espère qu'effectivement le contexte sanitaire permettra à tout le monde d'en profiter, mais effectivement entre la venue du 15 de France, maintenant des événements à 7, c'est sûr que c'est pour ça qu'on disait qu'à Monaco, voilà, il y a de quoi faire une belle aventure rugby. Et j'espère que ça sera une superbe réussite. Il y avait une question dans le chat, enfin, elle est toujours présente, bien évidemment, en lien avec le projet sud-africain. Et notamment peut-être la venue de joueurs sud-africains au sein de la principauté. Est-ce que quelqu'un, peut-être Thomas, peut nous parler Est-ce qu'il est toujours en cours? Non, je peux sûrement y répondre. Effectivement, aujourd'hui, effectivement, l'année dernière, l'équipe du MR7 avait aligné beaucoup de Sud-Africains dans leur team. C'était sûrement en partenariat avec l'académie de Cape Town. Aujourd'hui, la politique, elle a quand même assez changé. On va essayer de prendre principalement 90% des joueurs vont être français. Déjà, c'est par rapport au Covid, parce que je pense que ça aurait pu être intéressant effectivement de reprendre un ou deux Sudaf. Voilà, moi, ce que j'aimerais surtout, c'est surtout prouver qu'on peut utiliser 2 ou 3 joueurs de l'équipe de Monaco, malgré qu'ils soient en Fédéral 3, pour jouer contre des mecs du top 14 à 7. Voilà. Donc le projet Sudaf, pour l'instant, il est resté en Afrique du Sud pour l'instant. Et toi, Charles, qu'est-ce que tu penses de ça? Comment vois-tu les choses sur le club de Monaco, que ce soit le 7 ou le 15? Qu'est-ce qui manque justement pour fédérer? Comme le disait Thomas, il y a un problème de… C'est pas une terre de rugby, Monaco, donc qu'est-ce qui pourrait emmener justement à améliorer tout ça? Oui, c'est vrai, comme tu dis, peut-être c'est pas une terre à proprement parler de rugby, mais sincèrement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un socle sur lequel s'appuyer, il y a des gens qui travaillent sur lesquels s'appuyer, la formation, voilà, on peut revenir sur pas mal de petites choses, s'appuyer aussi sur les valeurs qui font ce club. Ça me paraît primordial. Et par contre, malgré tout, c'est vrai que même s'il y a un site qui est assez exceptionnel, ça permettrait de continuer à développer ce club pour venir d'un petit club, un tout petit club amateur même. Écoutez, la base, le repère du club, c'est le clubhouse. Et c'est vrai que quand on est passé avec le 15 de France à Monaco, c'est vrai que ça manquait un petit peu pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir échanger, pour pouvoir partager. En fait, c'est l'essence même de ce sport et du rugby. Donc c'est vrai que je pense qu'il y a des petites choses comme ça à développer. Ça paraît évident. Vous savez, un clubhouse, vous partagez tout, vous échangez sur tout. Ça permet de créer des liens, de fidéliser les gens, de fédérer. Enfin voilà, ça permet d'échanger sur beaucoup de choses. Ça me paraît être la base. Donc voilà, après, si jamais le club de Monaco peut être soutenu par des instances pilotes, c'est vrai que ça pourrait donner un élan évident au club, déjà aux gens qui travaillent, ensuite aux gens qui sont autour, parce qu'encore une fois, il y a de quoi faire. Donc voilà, s'il y avait un axe aussi qui pourrait soulager et aider le club à se développer, ça me paraît être tellement évident de parler d'un clubhouse, d'un lieu de vie. On peut donner le nom qu'on veut, avec comme d'habitude, et comme on peut le voir partout, des photos des équipes là, des anciens qui ont déjà donné au club, qui passent au club. Enfin, ça permet de marquer les choses et
et bien de les marquer dans le présent. Donc voilà, ça me paraît indéniable, ça me paraît évident qu'il faut aider ce club à aller un petit peu plus loin. D'accord. Du coup, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, vous parlez de Clubhouse. De quelle manière vous arrivez à fédérer donc les partenaires autour du club, et de quelle manière vous s'établit le budget, j'ai envie de dire, même si ça reste peut-être confidentiel. De quelle manière sont impliqués en fait les partenaires et quelle part ils ont en fait dans le développement du club? On a 68% de notre budget, c'est les partenaires privés. Donc effectivement, même en période de Covid, on se rend compte que nos partenaires qui sont derrière moi aujourd'hui, mais effectivement, on les remercie parce qu'ils nous ont suivis malgré la crise, malgré le fait qu'effectivement on soit pas tous les week-ends de la lumière. Alors par quoi on les fidélise? Déjà par les matchs, par la compétition, ça part de là. Et effectivement, Luciano Orquera amène effectivement une équipe tous les week-ends à guerroyer un peu sur les terrains du 06 et un peu plus loin. Donc déjà, il y a des gens qui viennent voir des matchs intéressants, c'est ce qu'on sait faire de mieux. Et puis après, effectivement, on a de l'énergie, on est enthousiaste, donc on essaye, malgré le fait qu'on n'ait pas de lieu de vie et de lieu de rassemblement. Monaco reste quand même un endroit magnifique pour organiser les choses avec nos partenaires, faire venir des gens qui viennent spontanément. Charles est venu plusieurs fois, mais je peux en citer d'autres. Thierry Dussautoir est venu nous voir l'année dernière, Vincent Clerc. Enfin voilà, c'est des gens que je remercie parce qu'effectivement, des fois, ils nous feront passer quelques caps parce qu'ils parlent mieux le rugby que nous. Donc voilà. Et la preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, je remercie Charles de ce qu'il vient de dire, ce qui peut nous paraître évident. Effectivement, à nous, rugbyman, ça allait un peu moins parfois des fois au niveau des institutions, mais je suis persuadé que ça va avancer parce qu'il y a 3 ans, il n'y avait pas de terrain, maintenant on en a un. Il y a 3 ans, il n'y avait pas de set, maintenant il y en a. Voilà, il y a plein de gens qui travaillent en principauté pour que ça avance. On a cité quelques-uns, monsieur Wistock, il y a monsieur Falco, monsieur Michalak aussi qui est sur le projet du Seven, et tous ces gens-là œuvrent à ce que Monaco soit du rugby total. Donc on va y arriver. Mais voilà, on a déjà pas mal de partenaires qui nous suivent et qui sont effectivement quasiment 70% du budget total, avec quand même une grosse participation du gouvernement de l'État. Il y a une vraie volonté politique que ça avance. Voilà, après, en termes de je peux être totalement transparent, mais on n'est pas bien au-delà des budgets du club de Fédéral 3. On fait les choses patiemment et voilà, on a beaucoup de choses sur lesquelles on investit de l'argent aujourd'hui qui correspondent pas à l'équipe senior. Et effectivement, on en a parlé, la formation, les tournées, l'aventure humaine, tout ça, ça prend du temps et ça prend de l'énergie et ça prend de l'argent. Donc aujourd'hui, on investit beaucoup là-dessus parce qu'il faut construire les choses doucement. Ok. Et là, oui, vas-y Thibaut. Là, d'ailleurs, concernant la formation, Jérémy, je sais que récemment, le club a organisé un stage avec les enfants, et ça revient régulièrement maintenant, au-delà du rugby. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe pour fédérer justement autour de l'AS Monaco et le sport santé également? Ouais, effectivement. Alors là, je vais commencer par parler du sport santé. On a créé depuis le 1er janvier donc une enseigne un petit peu sport santé, sport pour tous, afin de proposer du sport aux enfants, effectivement avec le contexte sanitaire, qui ne peuvent plus faire de sport en salle principalement. Donc voilà, on a proposé un créneau sur notre terrain de rugby, on a coupé le terrain en 4, on s'est gardé un quart de terrain. Aujourd'hui, on a attiré à peu près 10% de plus à 20% de plus de notre effectif des licenciés. Après, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a entre 10 et 15 petites filles de moins de 7 ans qui viennent courir sur notre terrain de rugby. On fait tout du rugby avec un ballon ovale. Donc ça, pour le sport santé, c'est vraiment assez intéressant à vendre ça aux enfants. Petit sport santé, c'est tous les mercredis, tous les samedis. On a quand même une vingtaine d'enfants, 20-25 enfants qui viennent, âgés de 4 ans à 17 ans. Ça, c'est pour la partie sport santé. Après, pour nos propres licenciés à nous, effectivement, on était obligé de proposer du rugby pendant les vacances. Les enfants ne font plus de sport à l'école. On a la chance, effectivement, de nous autoriser à... Voilà, on a aujourd'hui le protocole Stade 3 de la fédération. Donc, on peut pratiquer du rugby. C'est pas du rugby, effectivement, mais voilà, on est sur le terrain. On a plein de gammes de passes à travailler. On a proposé du stage pendant 3 jours sur l'école de rugby, les moins de 14 ans, et les moins de 16 et moins de 18 ans, sur jeudi, vendredi, samedi. Donc, en l'occurrence, ça redémarre demain pour la 2e semaine de vacances. Voilà, aujourd'hui, il y a quand même une trentaine d'enfants qui viennent.
Je pense que c'est assez important de proposer ces petits stages aux enfants. Le président nous suit derrière. Dès qu'on demande un petit peu de budget, ça suit toujours derrière. Donc ça, c'est plutôt assez intéressant. Et c'est vraiment une chance de pouvoir compter là-dessus. Ok. Je voudrais juste revenir sur la principauté et l'image de la principauté. Est-ce que l'image de la principauté est plutôt bien perçue, en fait, et même dans le rugby français, donc l'apparition de la principauté du club de l'AS Monaco dans le rugby de façon globale au niveau français? Luciano, je te laisse répondre. Non, vas-y, parle-toi, toi. Non, mais Luciano pourra en témoigner comme moi. On est toujours extrêmement bien reçus là où on se déplace. Mais bon, bon, vous savez, les rugbyman, c'est les rugbyman, c'est le même partout. Est-ce qu'on est bien perçu? Je sais pas. Est-ce qu'on a envie d'apporter notre pierre à l'édifice? Oui. On est un peu différent, sûrement. Après, où que j'aille, moi, je vois toujours les mêmes têtes de rugbyman, les mêmes tronches, les mêmes personnalités. C'est que ça soit à Monaco, à Marc-en-Barœul ou à Biarritz, c'est la même chose pour moi. Donc, Ouais. donc voilà, effectivement, les gens, ils se construisent aussi l'image qu'ils ont de nous, qui est pas forcément réelle, mais c'est pas grave. Nous aussi, on joue de ça. La preuve en est aujourd'hui, ce qu'on fait pour le club de Fédéral 3, on va s'attirer sûrement un peu les foudres. On en parlait tout à l'heure, mais c'est pas grave. Nous, on a besoin d'avancer. On n'a pas forcément de limite, en tout cas dans l'amusement et l'énergie qu'on a. Donc voilà. Après, je suis persuadé que les gens nous aiment bien au final, mais bon, ça se taquine, ça se chambre, ça fait partie de notre sport. J'étais le premier à le faire, donc je serais déçu qu'on ne le fasse pas quand on se déplace. Et sur quel effectif, du coup, Luciano, Thomas, vous appuierez une question de Nicolas Loubard. Sur quel effectif vous appuierez à l'avenir, sur du long terme, moyen long terme, 2-3 ans, pour faire évoluer justement cette équipe senior et peut-être aller vers quel niveau? Moi, personnellement, je pense que, comme je disais tout à l'heure, déjà, il faudrait créer une équipe qui soit compétitive. Et le problème, c'est que on ayant toujours un niveau amateur et on sait qu'on n'est pas dans un petit village en France ou même si c'est un niveau amateur, tu auras 25-30 joueurs chaque entraînement. Ici, c'est un peu plus compliqué. Donc le but, c'est qu'on puisse amener des gens qui ont vécu cette rugby d'effort, cette rugby de famille, cette rugby où tu trouves le club que c'est en famille, pour qu'on puisse vraiment faire grandir le club. Et surtout, bon, l'équipe première, qu'on puisse avoir chaque année plus de matière, plus de joueurs pour qu'on puisse travailler correctement. Parce que, comme je le dis, on vient de le dire pour tout le monde, Monaco, ce n'est pas encore un terre de rugby, donc il va falloir du temps, mais je pense que depuis moi, personnellement, depuis que je suis ici, le club il a vraiment beaucoup évolué depuis 3 ans. Donc, je pense que d'ici 3 ans, 12 ans, si on continue à faire les choses que le club il fait, et plus de gens il arrive ici avec l'intention de faire des efforts, de que rien c'est facile, qu'il faut faire des efforts pour que ça paye. Je pense qu'on aura des bons résultats dans l'avenir. Ok, merci. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Thomas, sur le… Non, mais il faut mettre le curseur au bon endroit. Effectivement, Luciano, c'est pour ça qu'il fait ses réunions avec les autres éducateurs aussi, parce qu'on suit la formation. On a envie d'intégrer des jeunes, on a envie d'intégrer des bonnes générations qui vont porter le club demain. Après, on n'a pas effectivement 25 joueurs qui sont susceptibles d'être leaders de l'équipe Fagnon aujourd'hui. Le 15 par rapport au 7 aussi, il y a des spécificités de poste, et il y a des gens qu'on est obligé d'aller chercher ailleurs, et on est content de ça parce qu'on a besoin aussi de s'enrichir de personnalités qui viennent de l'extérieur et qui amènent leur plus-value. Donc on ne veut pas se refermer sur nous-mêmes. Mais après, effectivement, si on pouvait avoir 15 mecs formés à Monaco, ça serait le top. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc il faut faire Charles, c'est pareil au haut niveau. Hein. Voilà, il y a des gens qui sont attachés à l'identité, il y a des gens qui viennent d'ailleurs, des gens qui sont performants sur certains postes et qui t'amènent. Maintenant, il faut que ça prenne et que la mayonnaise prenne. Après, à nous d'avoir des entraînements structurés, cohérents, de les amener dans cette aventure pour qu'ils soient plus exigeants avec eux-mêmes. Mais je fais confiance aux joueurs et après, il y a toujours des mecs qui se sont battus pour le maillot et qui le feront demain, encore plus s'il y a un clubhouse.
Il y a beaucoup de commentaires hein, qui rebondissent sur le Clubhouse. Charles, je crois que tu as lancé, un beau débat. Tout le monde veut boire un canon ensemble, c'est pour ça. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont venir au Clubhouse dès qu'il ouvre à Monaco. Et justement, sur la question de la formation et de faire venir des gens de l'extérieur, on a un commentaire qui vient de la Guadeloupe d'ailleurs qui dit que le rugby est mondial et on se retrouve souvent parce qu'il y a les pratiquants actuels, il y a les anciens pratiquants sur un socle commun qui peut être le Clubhouse, un lieu de vie comme tu disais Charles, et pour se retrouver fédéré autour de l'AS Monaco, quoi. Et pour revenir sur les compétences, notamment les compétences techniques, donc de formation, on en parlait en introduction. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous avez des coachs très, très compétents, bien évidemment. Est-ce que vous avez prévu d'intégrer de nouvelles compétences, a priori, que vous avez identifiées pour faire progresser les joueurs, que ce soit les jeunes joueurs et les joueurs beaucoup plus matures dans les équipes premières? Vas-y, Thomas, tu parles? Non, mais ouais, après, on a intégré le 7 cette année, c'était une option aussi. Effectivement, Jérémy l'a dit, il n'y a pas d'opposition entre les deux projets. Je pense que voilà, le 7 peut amener beaucoup de choses et rendre des joueurs extrêmement polyvalents, extrêmement performants sur le terrain. C'est une option, surtout que c'est des calendriers qui sont pas superposables. Donc voilà, il y a vraiment des choses qui peuvent être faites sur les deux côtés. On le voit, quelqu'un comme Gabin Villière, effectivement, à Toulon, c'est extrêmement bien intégré. C'est quelqu'un qui vient du 7 et qui apporte beaucoup au 15. Nous, c'est un peu dans cette stratégie-là qu'on veut avancer. Après, effectivement, il y a encore plein de choses, hein. On a des entraîneurs, effectivement, Luciano a été professionnel, Jérémy a été professionnel, Charles a été professionnel, mais aujourd'hui, on a plein d'entraîneurs qui viennent du monde amateur, qui connaissent aussi ce monde amateur, ce monde de la Fédérale 3 et qui peuvent beaucoup amener en termes d'état d'esprit, d'aventure humaine et même de compétences. Voilà, chaque division a ses particularités et aujourd'hui, on doit être ancré dans cette réalité-là. On peut pas avoir que les entraîneurs de top 14 et des photocolles de top 14. Sinon, on va pas y arriver, quoi. Donc, voilà, les compétences, c'est aussi, elles peuvent venir d'en bas et c'est comme ça qu'on pense progresser, en tout cas. Et Charles, du coup, comment tu t'en parlais un peu tout à l'heure, brièvement, comment s'est passé les tournées que tu as pu faire avec soit l'équipe de France, soit le RCT à Monaco? Comment c'est passé? Comment tu as vécu le truc un peu plus en détail, quoi, si tu as des petites anecdotes aussi à nous partager? Ça veut dire quoi, des anecdotes? C'est à toi de nous dire, hein. Non, mais déjà, juste une dernière chose, je rebondis sur ce qui vient d'être dit. Franchement, ouais, je réponds pas de suite à ta question, mais les compétences, bien évidemment, qu'elles peuvent venir d'en bas, je suis à 200% d'accord. C'est vrai qu'il y a le professionnalisme, mais les mecs qui sont professionnels, ils ont commencé par où? Ils ont commencé par en bas à la base et ils ont acquis les compétences petit à petit. Donc sincèrement, je veux juste dire que je suis à 200% d'accord avec ça. Il ne faut pas se prendre la tête avec forcément des compétences qui viennent top 14 ou de l'équipe de France. Il y a des gens qui sont compétents et qui entraînent en Fédéral 3, qui entraînent même en honneur. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter à ce niveau-là. Et même à Monaco, il y a des gens qui connaissent le rugby. Et le rugby, de toute façon, il est accessible à tout le monde. Donc surtout, restez humble par rapport à tout ça. Et enfin, par rapport au stage à Monaco, je vais être assez synthétique, mais ça a été des jours très très compliqués parce que ça a été le cœur de la préparation en Coupe du Monde. Donc on se levait à 7h, à 8h on était sur le terrain, il faisait déjà 35 degrés. On a beaucoup souffert de la chaleur, on s'entraînait de 8h pile jusqu'à 14h30 à peu près. Donc je vous laisse imaginer l'état dans lequel on rentrait dans les chambres à 15h30 après manger. Donc voilà, mais sinon dès qu'on a pu profiter un petit peu de l'extérieur, c'était assez exceptionnel. On était au Marriott juste à côté, on avait 50 mètres à faire, on était sur le stade magnifique de Louis II, donc voilà, on était dans un cadre incroyable. On n'a pas trop eu le temps d'aller se baigner, de se faire bronzer, mais dans tous les cas, on a vraiment pu profiter des installations et je crois vraiment que l'équipe de France a envie de repartir à Monaco au Cap d'Aille parce que les expériences elles ont été à chaque fois incroyables. Donc voilà, que des bons souvenirs et c'est pour ça que j'ai noué quelques liens avec des gens de ce club, de ce joli club et vraiment ça m'intéresse de pouvoir revenir, pourquoi pas refaire une réunion comme celle-là
en espérant que la prochaine, elle sera au Clubhouse encore une fois. Bon, Thomas, tu as compris, hein, si tu veux faire revenir Charles, faut mettre les choses en Oui. place. Oui, je l'ai vu boire quelques bières au Slammers ou sur les bars de plage de Cap d'Aille, quand même. Le soir, ils n'avaient pas trop d'entraînement. Mais non, mais après, c'était une belle expérience pour tout le monde, pas que pour, en tout cas. Une question de Serge dans le chat concernant le rugby à 7. Avez-vous pensé à recruter ou des sprinteurs et des handballeurs? Typiquement des joueurs qui ne sont pas issus du rugby, qui auraient des qualités physiques. Alors, si Pour on jouer a à 7. pensé, ouais, j'y pense un peu tous les jours. Effectivement, dans le plan de formation, ce qu'on a proposé au club déjà, c'est, comme je t'ai dit Thierry tout à l'heure en off, Ouais. c'est de venir faire quelques leçons de gamme d'athlétisme aux enfants. Sans problème. On apprend certes à jouer au rugby, mais on n'apprend même pas à courir. Donc effectivement, je pense que apprendre à faire de l'athlétisme aux enfants, c'est primordial. Ensuite, apprendre à faire de l'évitement, parce que c'est aussi un sport d'évitement. Donc les handballeurs sont beaucoup sur la phase de déplacement. Voilà, et après, il y a tout le règlement à apprendre. Mais effectivement, les sprinters, donc c'est pour ça qu'on a parlé un petit peu tout à l'heure, on va faire une journée un peu porte ouverte de détection le 15 mai. Si jamais il y a quelques sprinters ou handballeurs, voire même des basketteurs qui peuvent être très intéressants, notamment sur tout ce qui est ballon aérien, on les bienvenus, on les accueillera le 15 mai. Ok, merci. Et une question de Mohamed. Quelle formation continue est mise en place au sein du club et comment se déroule le suivi des éducateurs pour augmenter les compétences des éducateurs, justement, au niveau de la formation toujours? Je pense que ça continue un petit peu pour moi, cette question. Voilà, aujourd'hui, ce que j'essaie de mettre en place en m'aidant, bien sûr, des autres personnes, du responsable de l'école de rugby et d'autres personnes du club, c'est surtout de faire un rugby, de proposer un rugby le plus simple possible. Donc, effectivement, accompagner les éducateurs, parce que mon rôle aujourd'hui, c'est avant tout de faire un suivi des éducateurs. Quel contenu apportent les éducateurs sur le terrain auprès des enfants? Quelle communication on a? Qu'est-ce qu'on raconte aux enfants? Effectivement, si on apprend aux enfants à aller tout droit et faire des grandes percussions, je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, le rugby a dû changer le règlement, notamment la règle du plaquage dans le rugby amateur. Voilà, il faut vraiment d'évitement. Donc ça, c'est tout le travail qu'on fait en interne. On fait des réunions, effectivement, une fois tous les 1 mois et demi, ça suffit entre les vacances. Après, je fais le lien avec tous les éducateurs. Si on peut les filmer, le top, c'est de les filmer, de les montrer en images, de faire des retours vidéo avec eux. En l'occurrence, aujourd'hui, on n'a pas pu le faire. Contexte sanitaire un peu compliqué. Lieu de vie, on en a parlé, je n'ai pas besoin d'en reparler, mais effectivement, on a besoin d'un lieu de vie pour faire du tableau noir avec les éducateurs. Aujourd'hui, ça se passe, je vais chez les éducateurs, chez quelques éducateurs, on fait un petit bilan des séances. On leur demande on a proposé une trame d'entraînement, une petite fiche pour que chaque éducateur la mette sur la séance, quel comportement ils attendent des joueurs, de leurs ateliers. Donc, c'est plutôt très intéressant pour le club, ça progresse. Voilà, on n'était pas à l'époque crête non plus, mais on progresse, on avance doucement. Il a dit tout à l'heure, Thomas, voilà, le club grandit et j'espère qu'il va grandir encore plus. Mais il ne faut pas sauter les étapes. Effectivement, la formation, j'ai vu quelques questions. La formation est primordiale. Si aujourd'hui le club grandit trop vite en équipe première, nos jeunes n'auront pas la capacité de jouer en équipe première et c'est dommage. Effectivement, il y a un bon vivier de jeunes joueurs formés au club de la région. Aujourd'hui, si le club de Nice grandit, ça fera forcément du bien dans la région du 06. Nice sera le club élite et Monaco, j'espère, suivra assez rapidement derrière, mais il ne faut pas non plus sauter les étapes, effectivement. Et justement, il y a aussi des joueurs de l'AS Monaco de l'équipe 1 qui sont en service civique aussi au sein du club. Donc, ça intègre aussi des joueurs qui sont aussi sur la partie formation, qui t'accompagnent toi aussi, Jérémy, et qui accompagnent le club en permanence. C'est ça, tout à fait. Effectivement, tu aimes bien la personne. Effectivement, on a 2 services civiques. On va essayer de les garder. On a mis en place des parrains et marraines, donc des joueurs de l'équipe première, des seniors et l'équipe première féminine. Voilà, on a demandé au début de l'année à ce qu'il y ait 5 parrains et 5 marraines par catégorie de l'école de rugby. Ça, franchement, c'est top. C'est-à-dire qu'il y a un parrain et une marraine qui viennent tous les mercredis et tous les samedis matins.
nous aider à l'école de rugby. Voilà, on a aussi besoin d'éducateurs, de bénévoles. En l'occurrence, c'est vraiment sympa. Et pour le sport santé, aujourd'hui, il y a beaucoup de petites filles qui viennent. Et je trouve ça super intéressant d'avoir nos petites marraines, pas petites, pardon, les adultes, qui viennent encadrer les féminines. Donc ça, c'est vraiment sympa en termes d'image. On prouve aussi à ces petites filles que le rugby n'est pas que masculin non plus. Voilà, je défends un peu le côté de Fanny, mais effectivement, c'est quand même top. Et puis même pour les garçons, moins de 10 ans, moins de 12 ans, quand ils ont le joueur de l'équipe première qui vient faire un peu de passe avec eux, faire un petit peu de jeu au pied, c'est quand même très intéressant. Et qu'est-ce que tu penses, toi, Fanny, du coup, sur le rugby féminin au sein de Monaco? Non, bah déjà, j'ai été étonnée de voir toutes ces petites filles à l'école de rugby. Je trouve que c'est… Enfin, étonnée, oui et non, parce que je trouve que maintenant, c'est rentré un petit peu dans la normale. C'est un sport qui est accessible à tous les gens. Donc, pour ma part, moi, j'ai commencé à l'école de rugby. Donc, voilà, j'ai toujours trouvé ça naturel qu'il y ait une mixité jusqu'à un certain âge et qu'après, effectivement, les forces… les disciplines se divisent en fonction de garçons ou filles, mais non, je trouve ça super intéressant. Et puis on se rend compte aussi qu'elles ont des aptitudes physiques et techniques qui sont aussi top, quoi. Et même à cet âge-là, et je trouve que petit comme ça, on sent qu'il n'y a pas de différence entre eux, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut prolonger au fil du temps pour que justement voilà, il y ait une complicité qui se crée, et ça va permettre aussi aux filles de pouvoir se faire la place, de pouvoir voilà, se créer une identité, et pouvoir après avoir envie de poursuivre l'aventure. Et ça, je disais au sein du club, et voilà, c'est top. Et après, voilà, par rapport à la structure féminine, c'est des filles qui sont super motivées, qui essaient de trouver toujours des petits trucs à faire ensemble, et on sent qu'elles ont envie de créer un certain héritage. Et c'est vrai que par rapport à tout ce qui s'est dit en amont, je pense que l'héritage du club, il est important. Il faut vraiment qu'il se construise. Il est en train de se construire, et je trouve que c'est entre guillemets le socle du club, comme disait Charles, le fait qu'il y ait dans un clubhouse des photos, des événements qui nous rappellent un petit peu ce que les autres ont pu vivre, et ce que ceux d'aujourd'hui peuvent prendre en relève. Voilà, c'est super important. Merci Fanny. Il y avait une question de Simon concernant l'implication, en tout cas le rôle du prince par rapport au club. Si quelqu'un peut. Monseigneur, c'est quelqu'un qui est passionné par le sport en général, par l'olympisme effectivement encore plus. Je sais qu'il suit le rugby de près. Après, voilà, il met les choses à disposition pour que les choses avancent patiemment, prudemment. Il y a des gens qui sont très intelligents entre guillemets à Monaco, par le fait que voilà, il faut aussi pas précipiter les choses. On a des exemples à côté de nous, hein. L'ASM Omnisport fait qu'on a l'exemple du football, l'exemple du basket. C'est des gens avec qui on échange beaucoup, qui ont vécu des projets différents, mais qui voilà, le basket aussi est monté très rapidement dernièrement. Voilà, il y a le Palais Princier aussi qui n'intervient pas tous les week-ends. Je vais pas vous le cacher pour donner le tempo de notre club, mais je sais qu'ils suivent ça de près, et ils nous aident aussi dans l'aménagement, dans les infrastructures, et dans la volonté que ça avance. Voilà, avec des projets particuliers événementiels, suivis du quotidien, du rugby hebdomadaire. Donc, je me garderai bien de parler en leur nom, mais je sais qu'ils sont bienveillants avec nous. En tout cas, c'est une certitude. Il y a deux questions qui se rejoignent pour Jérémy, de Samy Jabert et Vincent Canino. Quand est-ce que tu rechausses les crampons et est-ce que tu rechausseras les crampons pour jouer à Monaco? Déjà, les crampons, je les chausse presque tous les jours à l'entraînement, donc ça, c'est une réponse assez facile pour moi. Après, je connais un peu les loustiques, c'est bien, ça veut dire qu'ils sont intéressés au projet du club, ils s'investissent aujourd'hui, c'est bien. J'espère qu'ils vont venir dimanche à l'entraînement. Je réponds pour Luciano parce qu'il a toujours un peu de mal à
Mais oui, effectivement, j'avais dit que je rechausserais les crampons le printemps parce que je suis pas trop. Vous savez, j'ai fait du rugby à 7. On a toujours eu la chance de jouer sur des beaux terrains l'été. Le rugby l'hiver, c'est pas trop pour moi. D'ailleurs, je pense que les mentalités ont beaucoup changé. Il faudrait penser à jouer sur des saisons un peu plus ensoleillées. Voilà. Mais Charles, est-ce que tu partages cet avis? Je comprends tout à fait. C'est vrai que le rugby, c'est quand même du spectacle. Et bon, quand on joue dans ça debout de novembre à février, il y a moins de spectacle. Mais ça fait partie du rugby aussi. Ah, il a disparu. Ouais, comme quoi il y a eu un problème. Ouais, je vais enchaîner avec une question, quand même, une question de Nicolas. En vue de la prochaine Coupe du Monde de 2023, avez-vous des projets, des actions pour attirer, médiatiser le rugby à Monaco? Oui, ben, on allait y venir, effectivement. Il y a les Jeux Olympiques qui vont arriver, mais il y a aussi la Coupe 2023 qui va arriver comme un boulet de canon, effectivement, qui va venir assez vite. On a l'impression que c'est loin, mais effectivement, c'est déjà demain. Oui, on va tout faire pour être acteur de cette Coupe du Monde. Il y aura 4 ou 5 matchs à Nice, qui va être un territoire où il y aura beaucoup de passages de supporters, de fans de Coupe du Monde, qui auront à cœur d'aller un peu plus loin dans la Coupe du Monde 2023 en France et qui auront à cœur de visiter la Côte d'Azur. Donc voilà, nous, on ne veut pas rater cet événement-là. Monaco sera acteur avec une volonté pas que de club, aussi de ville, je l'espère. Donc voilà, je peux pas tout vous dire, mais effectivement, on va essayer d'être acteur sur cette Coupe du Monde, qui est la Coupe du Monde de la France, mais effectivement, je me considère comme français dans l'aide et l'assistance qu'on pourra amener, et par les animations aussi qu'il pourrait y avoir à Monaco, ça c'est sûr. Merci Thomas. Après, j'avais une question pour Charles, justement, qui n'aimait pas trop jouer sur la pluie. Est-ce que tu penses que si vous aviez joué l'Écosse sur un terrain fermé ou ensoleillé, vous auriez gagné le tournoi Destination? Pas fait le Grand Chelem, mais est-ce que tu aurais un titre aujourd'hui si vous aviez joué avec le soleil? Écoute, pour être très franc avec toi, on n'aura peut-être jamais la réponse, mais je pense qu'il y a une part de vrai dans ce que tu dis. Ça aurait peut-être été un petit peu différent. Maintenant, ça serait un petit peu s'emballer que de dire qu'on aurait gagné Hallucination. Mais dans tous les cas, je pense vraiment qu'on a un jeu aussi fait pour avec les pattes qu'on a derrière et la qualité un petit peu de nos joueurs. Je pense que ça aurait été un petit peu plus dans notre faveur que de jouer dans un stade bien sec avec un joli soleil et surtout des spectateurs autour encore plus qui nous auraient poussé devant notre public. Donc voilà, mais on se donne rendez-vous l'année prochaine. Il n'y a pas de raison. On essaiera de soulever la coupe et de la porter au Clubhouse à Monaco si possible. Pourquoi pas? Non, mais pourquoi pas, sans déconner. Oui, bien sûr. Et la Coupe du Monde 2023, justement, on en parlait aussi, ça va venir assez vite pour vous. Ouais. Vous y pensez déjà? On y pense un petit peu. Après, il y a quand même beaucoup d'échéances avant 2023. C'est des saisons assez longues, assez éprouvantes. Donc bien évidemment que c'est dans un coin de notre tête. Ça serait mentir que de dire le contraire. Donc voilà, c'est dans nos têtes. Mais on a beaucoup à faire au quotidien et avec les saisons un petit peu longues, à rallonge qu'on a. Donc voilà, on avance doucement mais sûrement vers 2023. Ben, en tout cas, il y a un message de Thibaut Receveur qui justement te passe le bonjour et qui passe le bonjour à toute l'équipe d'ailleurs de l'équipe de France, s'il y en a d'autres qui vous ont suivi. Et je pense que tout le monde va être derrière vous pour les prochains événements, comme j'espère beaucoup de monde ici pour suivre maintenant l'avancée de Monaco. Est-ce que Thierry, tu aurais une dernière question pour nous quitter sur cette conférence? J'ai une dernière question pour Charles. C'est un peu en lien avec ce que nous disait Fanny tout à l'heure sur l'ambiance un peu particulière des Jeux Olympiques. Est-ce que la Coupe du Monde, en fait, se prépare un peu différemment que le tournoi Destination? Un petit peu différemment, forcément. C'est pas le même événement. C'est toujours un petit peu particulier, une Coupe du Monde. Déjà que le tournoi, il y a énormément d'engouement autour. Ouais. Mais moi, ce que j'ai ressenti au Japon, c'est quand même une pression, une excitation un petit peu différente, un petit peu encore plus forte que lors du tournoi Destination. Alors, c'est difficile à imaginer parce que, vous savez, le tournoi Destination, quand on va dans les pays anglo-saxons ou alors même ici en France, c'est quand même très suivi. Il y a beaucoup d'engouement autour, mais vraiment, la Coupe du Monde, il
il y a quelque chose d'un petit peu de magique. C'est difficile à l'expliquer, c'est difficile à mettre des mots dessus, mais et voilà, il y a quelque chose en plus, je dirais. Donc, mais c'est pour ça que c'est une Coupe du Monde et que c'est le plus beau challenge pour un rugbyman. Et ça se traduit par une excitation supplémentaire, par un événement magique encore une fois. Et c'est pour ça que tout le monde entier a envie de lever cette coupe, quoi, tout simplement. Je pense qu'il y aura tout un pays derrière l'équipe de France. Et également derrière Fanny pour les JO qui arrivent récemment, prochainement. Surtout les TQ. Et le tournoi olympique qui se passera à Monaco cet été. Et une dernière question pour Thibaut, et puis tu clôtureras, Thibaut, cette belle conférence. Est-ce que tu peux nous parler de ton implication à toi personnelle au niveau du club, personnel, et puis peut-être avec Tendance Médiale ou Tendance Sport? Alors personnellement, je suis, comme tu l'as dit au début de la conférence, je joue à l'AS Monaco depuis maintenant 3 ans, dans l'équipe A15 du coup, et que j'accompagne quotidiennement avec des activations qu'on a pu mettre en place comme cette conférence, avec tous ces intervenants de qualité que je remercie d'ailleurs d'avoir répondu présent. Thomas aussi qui est investi à 300% dans le club, avec Rémi aussi qui est pas là aujourd'hui avec nous mais qui nous a aidé à organiser cette belle conférence. Et après peut-être dans le futur on verra comment se profilera les choses, mais voilà, en tout cas au niveau sportif je reste à Monaco cette année encore pour s'impliquer à fond derrière ces couleurs. Merci Thibaut. On va clôturer peut-être cette belle conférence. Merci. Et peut-être pour une prochaine. Merci Fanny. Et merci messieurs. On vous souhaite tous une bonne soirée. Et on se retrouve vite au Clubhouse de Monaco. Vite au Clubhouse. Exactement. Merci à tout le monde. Merci à tous. Alors, merci Charles et merci à tous. Merci Charles, merci Fanny.